Ok, voilà, très bien. Oui, donc je vais vous présenter très rapidement et succinctement le projet SCO et for Mountain Pastoralisme, qui associe en fait essentiellement des laboratoires de recherche et puis en fait avec des utilisateurs qui sont un utilisateur prime un peu qui est le parc national du Mercantour et puis après finalement se sont connectés dessus en fait d'autres organismes comme des conservatoires d'espaces naturels et puis d'autres en fait que je cite pas ici mais qui ont participé un peu à l'enquête utilisatrice pour spécifier l'ensemble des besoins qui sont associés en fait aux différents différentes boîtes à outils que l'on met en place pour ce projet. Donc, les contextes et l'objectif du projet, c'est quoi? C'est concrètement monter une boîte à outils pour calculer à la demande et puis éventuellement après de manière systématique sur le territoire donné un certain nombre de variables et d'indicateurs qui vont permettre d'évaluer l'état de différentes variables bio-éco-écologiques. Donc globalement, en fait, des variables climatiques essentielles en lien avec la biodiversité. L'idée, en fait, c'est de fournir les éléments de base en fait, pour pouvoir les calculer en continu à haute résolution spatiale. L'idée, c'est de pouvoir traiter dans un premier temps, toutes les données Sentinel-2, donc travailler à l'échelle de 10 mètres. Globalement, il y a des services qui existent beaucoup sur les données MODIS, en fait, qui sont à plutôt moyenne résolution. Là, l'idée, c'est vraiment d'offrir en fait, le pixel à 10 mètres systématiquement en fait, pour les différents usagers et de le faire à haute fréquence, c'est-à-dire en fait, de ne pas faire des synthèses sur des périodes, mais de vraiment en fait, prendre toutes les images possibles, même s'il y a des nuages, voilà, parce qu'il n'y a pas forcément des nuages tout le temps sur le territoire, il y a quand même des pixels qui ne sont pas forcément, qui sont visibles, en fait, voilà, où le sol est visible, qui ne sont pas masqués. Donc, en fait, même s'il n'y a que quelques pixels dans une image, en fait, on traite l'image et en fait, on essaie de construire pour ces points-là quand même une série temporelle la plus complète possible. Voilà. C'est un peu la stratégie du projet. Et l'idée, après, c'est de greffer toute une série d'indicateurs pour documenter cela. L'idée, c'est aussi, via ces services de calcul en ligne autour de l'imagerie satellitaire, de pouvoir compléter l'offre qui est déjà mise en place, notamment autour d'inventaires qui sont faits à la main, en fait, via les observations de terrain. Ici, vous avez un exemple, en fait, de dashboard, par exemple, sur des espèces florales. C'est un exemple, en fait, de la communauté de Grenoble qui fait ça, en fait, donc, sur son territoire, voilà, sur la base de recensement réalisé à la main. L'idée, là, c'est vraiment, en fait, de pouvoir compléter, en fait, ce genre d'informations avec l'outil satellitaire, en travaillant, en fait, donc, d'abord sur les données à 10 mètres, mais aussi en mettant en place progressivement en fait, des traitements sur des images Planet Lab à 3 mètres pour aussi bénéficier très localement en fait, d'une résolution spatiale encore plus importante et éventuellement la résolution temporelle encore plus importante. Tout ça via un système de cube de données. L'idée du service aussi, c'est de l'intégrer complètement en fait, dans des systèmes d'information biodiff qui existent déjà, notamment en fait, autour de l'open science. Il y a beaucoup de choses qui existent autour en fait, du PNDB, du Pôle national de biodiversité, autour de l'OFB, autour des conservatoires d'espaces naturels, etc. Autour d'Indores, par exemple. L'idée, en fait, ça c'est au niveau national, voilà, mais l'idée, c'est à terme, en fait, de pouvoir interopérabiliser l'ensemble de la plateforme de calcul qui est mise en place, en fait, avec ces différents systèmes dans une logique par la suite un peu de soutenabilité, en fait, de l'ensemble de l'effort de mise en place de la boîte à outils qui est mise en place. L'idée, c'est aussi après, potentiellement, de transposer cela au niveau plus international, en particulier en fait, dans toute la thématique géobon, en contact en fait, avec ce qui est fait dans le cadre de Dataterra aussi sur ces aspects-là, notamment via le pôle TIA. Alors, on a fait un petit questionnaire en fait, avec différents utilisateurs et en fait, on a eu des exemples de questions un peu opérationnelles sur qu'est-ce que en fait, nos utilisateurs attendraient en fait, de la plateforme et des services de calcul en ligne et des indicateurs dédiés. Alors, on avait une dizaine de questions, hein, je ne les ai pas toutes prises ici, j'en ai sorti de questions non pas scientifiques, mais vraiment opérationnelles. Donc, par exemple, est-ce qu'on peut, voilà, vos prairies sont-elles remarquables? Voilà, est-ce qu'on peut définir des indicateurs sur ces prairies? Est-ce qu'elle est sèche? Est-ce qu'elle est humide? Ça, c'est quelque chose de binaire déjà dans un premier temps. Mais après, est-ce qu'on pourra aller plus loin avec une gradation, etc. Aller aussi, bien entendu, vers des indicateurs de biodiversité sur la richesse floristique qu'on pourrait déduire au niveau de l'imagerie satellitaire. Et puis après, par exemple, deux indicateurs sur le verdissement, les états de surface, par exemple, répondre à la question, quel est en fait le degré de verdissement des prairies? Est-ce qu'on peut observer en fait à l'échelle multi-annuelle, pluriannuelle, en fait, des dates, en fait, enfin, des degrés de verdissement différents en lien avec l'humidité, en lien avec le changement climatique, des périodes, en fait, où le pic de vert, en fait, est décalé éventuellement dans le temps, dans l'espace, etc., etc. Et c'est de pouvoir documenter, en fait, l'ensemble de ces informations à l'échelle de 10 mètres.
Donc, on travaille sur 2 territoires cibles en fait pour mettre en place les outils, la boîte à outils. Donc, le parc national du Mercantour, on dispose en fait de nombreux dispositifs de suivi sur ce secteur, de différents organismes, etc. Essentiellement recherche, quelques-uns aussi en fait qui sont pilotés en lien avec des académiques par le parc. Et puis après aussi dans la région Grand Est avec notamment le Conservatoire des espaces naturels Lorraine qui a un certain nombre de sites protégés sur lesquels on travaille aussi en fait pour mettre en place des indicateurs. C'est assez intéressant parce qu'on a là aussi après des paysages et des degrés en fait de forçage climatique sur les milieux en fait qui sont très différents entre le nord-est de la France et plutôt le côté alpin et puis méditerranéen dans le sud du Mercantour pour essayer de tester un peu l'ensemble de la méthodologie. Alors, l'offre de service, elle est en développement. On arrive là un peu sur la fin du projet. Il nous reste à peu près 6 mois pour tout boucler. Donc, il y a beaucoup de choses en fait qui sont déjà opérationnelles. Donc, je vais vous en présenter un certain nombre. On a en fait globalement trois catégories de services. Un service qui va va permettre aux utilisateurs par la suite de mettre en place des cubes de données satellitaires. Un service complètement modulaire, complètement à la carte. En choisissant en fait la période temporelle, la zone, enfin l'AOI, la zone d'emprise sur laquelle on veut faire son calcul, qui peut recouvrir aussi par exemple plusieurs tuiles Sentinel-2. On peut intégrer par la suite aussi des données différentes. Donc, toutes les chaînes fonctionnent actuellement pour Sentinel-2. Il y a des adaptations actuellement qui sont faites pour Planète sur des cas d'études locaux, on va dire. On peut intégrer après différents types de correction atmosphérique, différents types de correction de diffusion, etc. Il y a tout un panel en fait d'indices spectro, spatiaux que l'on peut calculer et en fait l'utilisateur peut les choisir. Il peut les choisir aussi par thème. J'y reviendrai. Donc il y a des catégories, voilà. Donc on n'a pas besoin de les calculer tous. On peut choisir un certain nombre et on peut à partir de ces indicateurs aussi calculer des expressions composites qui sont en fait une combinaison d'indicateurs pour aller sur des choses un peu plus loin. On va gérer bien entendu tout ce qui est la partie masquage lié par exemple à l'occupation du sol. S'il y a une occupation du sol qui nous intéresse pas, donc on peut extraire cela en fait de la génération du cube. Bien entendu tout ce qui est nuages, tout ce qui est ombre, etc. avec des outils de détection qui sont automatisés. Et on intègre des données météorologiques directement dans le cube, voilà, en allant récupérer des données via des API en fait auprès de l'ECWMF, auprès en fait de Copernicus Climate Change, et puis en allant voir aussi, quand c'est possible, en fait, la récupération de données nationales via des API dédiés. Il y a différents types de formats de sortie, etc. Donc, ça aussi, c'est des choix dédiés pour les utilisateurs et puis des métadonnées qui sont standardisées, interopérables avec d'autres systèmes. Un gros effort en fait a été réalisé pour optimiser un maximum le temps de calcul pour générer ces cubes. Tout ça pour être efficient en énergie, enfin au niveau du data center sur lequel ça tourne, pour essayer d'avoir un bilan carbone associé qui est aussi le plus bas possible, et aussi en fait avec une stratégie qui est finalement de ne pas stocker tous les produits qui sont générés, de stocker finalement en fait que les produits qui seront les plus utiles pour les utilisateurs, en fait de jeter tout le reste d'une certaine manière, partant du principe que actuellement en fait en tout cas pour certains types d'architecture système, stocker des données, c'est en fait plus cher que recalculer en fait un cube de données. Voilà. D'où la logique en fait de travailler sur des services à la demande et pas forcément en fait des produits générés en fait pour que les gens pourraient récupérer directement sur un catalogue. Voilà, donc je disais en fait que l'approche était modulaire et à la carte, là, vous avez tout un panel en fait d'indices qui peuvent être calculés, harmonisés sur l'ensemble du territoire sur lequel on veut les créer. Donc, il y a des indices spectraux liés à la végétation, liés à l'activité pigmentaire, liés plutôt à l'activité hydrique, etc. Voilà. Donc, toute une base de données en fait qui a été mise en place et qui est calculée. Et donc, on peut la choisir en fait par grand thème ou alors individuellement en fonction du besoin. Il y a un travail qui a été fait aussi sur améliorer en fait la co-registration des images Sentinel-2. On se rend compte que notamment dans des régions de montagne, les séries temporelles, quand on trouve la donnée, en fait, elles ne sont pas bien enregistrées. Voilà, en fait, on a des décalages en fait, qui sont de l'ordre du demi-pixel, si ce n'est plus, très, très localement. Donc, quand on veut vraiment regarder après l'évolution à l'échelle du pixel d'un indicateur qui serait par exemple un NDVI, un indice de végétation ou tout autre indice, on peut avoir un gros shift en fait, parce que finalement, on va taper à un moment donné sur un pixel qui est à côté, qui peut ne plus représenter exactement le pixel dédié. Voilà. Donc, l'idée d'avoir une corrélation fine sous pixel, c'est quelque chose qui est assez demandeur en temps de calcul, mais qui est vraiment nécessaire
nécessaire. Vous avez ici des exemples. Donc, on a une chaîne de traitement en fait basée sur des corrélateurs et la corrélation d'image qui permet d'améliorer et de descendre quasiment au dixième de pixel de précision, donc au mètre près, d'avoir un alignement en fait de l'ensemble des données Sentinel-2. Vous avez ici un exemple en prenant un carrefour, un endroit donné en fait sur une série temporelle Sentinel-2, l'évolution avec la série non corrigée géométriquement et celle qui est alignée géométriquement. Vous voyez qu'on va corriger en fait tous les biais en fait et les erreurs résiduelles qui étaient assez importantes pour arriver finalement en fait à une distance en fait et un alignement qui est quasi parfait sur l'ensemble de la série temporelle. Voilà. Ça, c'est une chose assez importante à prendre. Alors, quelques exemples sur le parc du Mercantour. Donc, voilà, ça, c'est un exemple classique. Alors, j'aurais pu sortir plusieurs indices. Là, je fais l'exemple, en fait, de choisir le NDVI, qui est peut-être, en fait, l'indice le plus connu, en fait, par l'ensemble, en fait, de l'auditoire. Vous avez ici, voilà, une carte de NDVI sur l'emprise du parc. La couleur rouge, là, donc c'est soit des nuages, soit encore de la neige, soit encore éventuellement des sols nus. Voilà. Puis le reste, vous avez les zones plutôt arborées. Les indicateurs ici, je vous les ai remis en fait pour essayer d'avoir une idée un peu de ce que représente de manière très premier ordre en fait la valeur du NDVI en fait quand on est proche de 0, enfin voilà, c'est le sol nu, c'est la neige, donc c'est les couleurs rouges, etc. Et puis plus en fait on se rapproche d'une valeur de 1, plus on aura en fait soit une végétation dense, typiquement une forêt, quelque chose de très arboré, ou alors un état de saturation ou de verdissement très très fort de la végétation. Voilà. Donc, on peut créer en fait voilà l'évolution en fait de ces valeurs de NDVI à l'échelle du territoire. Donc là, ici, on a fait le choix de présenter en fait des dates anniversaires au mois de juillet en fait de chacune des années, donc sur la série temporelle, je repasse 2016, 17, 18, 19, 20, 21, etc. Et puis après des zooms, voilà, sur la zone un peu sud du territoire du Mercantour. Donc tout ça, c'est à l'échelle 10 mètres. Voilà, et derrière, il y a le pixel à cette résolution-là, avec des exemples ici qui correspondent finalement à des unités pastorales différentes en fait au sein de cet espace. Une unité pastorale de bois, une unité où c'est essentiellement des herbes dominantes dans ce secteur central, une unité où c'est essentiellement des ligneuses. Voilà. Et puis, voilà, on a l'évolution du NDVI à toutes les dates, en fait. Donc, à chaque fois qu'un pixel, enfin, que le sol est visible, en fait, dans l'imagerie Sentinel-2, en fait, on a une information. Et puis, on peut regarder les valeurs, faire des comparaisons, regarder la saisonnalité, en fait, pour certains secteurs, regarder, en fait, l'amplitude des pics, voir si les pics sont décalés dans le temps, etc., au cours de la période d'investigation. Voilà. Et puis, on peut, en parallèle, visualiser dans le cube de données, enfin, en tout cas, accéder pour l'instant dans le cube de données aux précipitations journalières sur des grilles, en fait, qui sont les grilles à une échelle de 50 mètres, voilà, associées au territoire. Voilà. Donc, pour après faire le lien et éventuellement interpréter aussi les différents secteurs. On voit qu'on a une petite baisse en fait de précipitations sur la période 2021-2022 qui va se refléter aussi d'une certaine manière par la suite en fait sur finalement des taux de NDVI qui sont un peu plus faibles en fait sur la fin de la période. Donc voilà, pareil, l'animation 2016, 2017, voilà, et les variations toujours pour le mois de juillet. Donc on est plus ou moins au milieu du mois en fait, juillet de l'année. Donc voilà pour les indicateurs qui sont associés en fait à la génération des cubes et puis après directement en fait à l'exploitation des indices de premier ordre en fait qui sont calculés. Après on a une deuxième catégorie de services qui sont plutôt des indicateurs avancés. Là, l'idée, c'est vraiment de pouvoir faire des calculs, des statistiques zonales d'évolution, calculer des probabilités de changement. Donc, plutôt, en fait, avoir des dashboards qui vont permettre, en fait, de suivre l'évolution d'un certain nombre de gros indicateurs sur la durée. Typiquement, ici, vous avez, alors, j'ai toujours repris l'exemple du NDVI, mais on va pouvoir, en fait, récupérer, par exemple, sur la série temporelle, quel était le NDVI max. Voilà, le maximum de cette valeur de NDVI pour chacun des pixels, et puis regarder éventuellement s'il évolue dans le temps, voilà, si ça évolue spatialement, temporellement, etc. Identifier si on a un changement important, pas important, significatif, pour voir s'il y a des zones qui sont un peu en dépérissement, avec un verdissement moins important qui témoignerait en fait de moins d'eau, etc., ou d'un stress hydrique sur la végétation plus important en fait sur certaines périodes ou certains secteurs. Voilà, le genre d'informations un peu globales qu'on peut tirer aussi de données. Et puis après, on peut calculer aussi, réagréger en fait les valeurs de NDVI à l'échelle d'unités pastorales, à l'échelle de segments en fait qui peuvent correspondre à des parcelles en fait ou tout autre type de segmentation spatiale pour finalement après là aussi calculer des indicateurs sur en fait l'évolution des unités pastorales boisées, herbacées, ligneuses, etc. et regarder un peu les proportions de verdissement qui sont associées à ces différents indicateurs.
Donc, différentes choses qui nous ont été en partie demandées par certains utilisateurs. Après, on peut aussi calculer en fait des réels indicateurs, on va dire, indicateurs de biodiversité, voilà, ou d'état phénologique de la végétation. Par exemple, calculer la richesse spécifique d'une prairie. Donc, on peut le faire en fait là aussi en combinant en fait un certain nombre d'indicateurs et en mettant en place aussi potentiellement en fait des méthodes en fait de machine learning entre des données drones acquises sur certains secteurs et puis une assimilation et une prédiction qui est faite à partir de modèles de machine learning sur les données satellitaires qu'on va adapter en fait par la suite localement à ces secteurs, voilà. Et puis donc on a des indicateurs qui permettent de définir, voilà, sur cette prairie, j'ai une richesse un peu plus importante sur certains secteurs que d'autres, etc., qui doivent témoigner en fait de certains facteurs très locaux, potentiellement en fait, notamment d'humidité des sols. Et puis ensuite, on a une dernière catégorie de services, en fait, la troisième catégorie, qui est plutôt des indicateurs en fait, de détection de changement à l'échelle du territoire traité. Est-ce que voilà, on aura toujours de la forêt? Est-ce qu'on aura en fait finalement une coupe de forêt possible, etc. Est-ce qu'au niveau des prairies, on aura potentiellement en fait un retournement de prairies, etc. Et pour ça, en fait, on a développé une méthodologie un peu particulière qui va permettre de prendre différents indices. Donc ici, c'est le NDVI, c'est un autre indice qu'on appelle le SAVI. On regarde la série temporelle, on va calculer en fait la différence cumulée dans le temps entre toutes les dates d'acquisition. Ça nous fait ce genre de courbe là, de différence cumulée. En fait, on atteint un pic. Voilà, ce pic en fait va notamment et la rupture qui est associée après le pic va définir en fait un pixel de changement et une date de changement très brusque. Voilà, qui peut correspondre par exemple en fait une déforestation, ou alors ici en fait c'est toute une série en fait de glissements de terrain qui ont eu lieu en fait suite à l'épisode Alex, voilà, de crues extrêmes et de pluies extrêmes dans le territoire sud du Mercantour, là, dans la vallée de la Vésubie. Vous voyez toute une série de cicatrices d'arrachement là qui ont été mises en place, et on peut redétecter en fait aussi voilà, ces modifications à l'échelle du territoire de manière complètement automatique, avoir la date pixel par pixel, etc. Voilà. Alors, où en sommes-nous sur le projet? Pour conclure, tout à l'heure, en fait, on arrive en phase un peu terminale. Là, il nous reste à peu près 6 mois pour boucler. Donc, en fait, l'ensemble des développements logiciels, techniques, etc., sont maintenant réalisés. L'ensemble de la boîte à outils, les algorithmes sont testés, sont validés. On a plusieurs cas d'exemple sur le territoire. On a défini une architecture complète en fait, voilà, de la donnée, des métadonnées pour après en fait interopérabiliser ça au mieux avec les différents partenaires. La boîte à outils, elle est intégrée sur l'infrastructure de calcul. Voilà, la partie back-end, donc le calcul est fait, il est opérant. Il y a la partie encore, on va dire, l'ancien calcul depuis un web service, ce qu'on appelle le front-end qu'il faut mettre en place. Et puis surtout la partie visualisation. Donc ça, c'est quelque chose qui est en cours de déploiement. On a une maquette en fait qui est en cours de discussion avec différents utilisateurs pour savoir en fait comment représenter certains indicateurs, s'ils veulent avoir en fait un choix possible en fait pour jouer par exemple sur des légendes, sur des catégories d'axes, etc., etc. Voilà, un certain nombre de paramètres qui souhaiteraient visualiser. Et puis après, la question se posera en fait d'une production un peu systématique en dehors des cas d'études du projet ou de cas à la demande. Voilà, donc certainement des choses à déployer. Et en fait, je pense qu'on utilisera le cadre Dataterra Theia en fait, pour essayer de mettre ça en place. Vu qu'on a quand même beaucoup en fait d'opérateurs publics qui sont intéressés en fait par ces données. Voilà. Alors, les communautés utilisatrices, donc on a réalisé une petite enquête pour définir les besoins, notamment, alors pas tellement en fait pour les indicateurs en fait, mais plutôt pour la partie en fait comment diffuser les données et comment visualiser, donc en lien avec la partie visualisation qui est en cours de déploiement. Donc en fait, il y a une communauté française qui est élargie en fait. Hein, voilà, c'est l'OFB, c'est le PNDB, c'est les parcs naturels, c'est les agences de l'eau qui sont intéressées bien entendu par ces développements, c'est les conservatoires, le réseau des zones humides, voilà. Et puis au niveau international aussi, il y a un certain nombre de grands projets avec lesquels on discute, notamment dans le cadre Dataterra. Et puis l'idée aussi, c'est une fois qu'on aura la solution complète qui intègre en fait vraiment la visualisation, qui pour nous était vraiment l'étape ultime en fait du projet. En fait, l'idée c'est de proposer des webinaires en lien avec le CNES, bien entendu aussi, pour présenter en fait l'ensemble de la solution, y compris la visualisation. Voilà, possiblement de faire les liens. Et puis, le dernier point, c'est qu'on a un plan de soutenabilité qui est en train d'être mis en place, en cours de définition, voilà, pour envisager en fait déjà la suite à ce projet. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Merci Jean-Philippe. On a des questions dans la discussion. On a une première question donc, qui est venue au début de votre présentation qui demandait quel des data centers vous utilisez. Est-ce que c'est public ou privé?
C'est du data center public, en fait. Ouais. D'accord. Public. Et une deuxième question qui demandait si votre fournisseur de données, c'était Sentinel-1 ou 2. Donc, la boîte à outils, elle est complètement opérationnelle maintenant pour Sentinel-2. Elle est quasi opérationnelle pour des données planètes sur des cas d'études. Hein, voilà. Il y a un problème d'approvisionnement en fait, en données planètes parce que c'est de la donnée payante. Voilà. Mais en fait, on est capable en fait, d'ingérer ces données sans problème. Et puis, sur Sentinel-1, en fait, il y a quelques indicateurs associés à la polarimétrie qui sont encore en phase de développement. Voilà. Donc, on y pense. Ils ne sont pas complètement intégrés dans le projet pour l'instant, mais on traitera aussi à terme Sentinel-1. D'accord. Oui, parce que du coup, il y avait une autre question suggestion concernant l'humidité des sols et glissement de terrain. Est-ce que vous avez utilisé des images Sentinel-1? Donc, du coup, Non, mais en fait, je ne comprends pas la question. alors, je ne sais pas si Thierry est… Si, oui, donc c'est Thierry Chapuis du CNES. D'abord, merci pour votre présentation, vous m'entendez? Oui, Oui. Oui, donc j'ai vu que vous avez énormément travaillé sur des NDVI pour regarder un petit peu les aspects variabilité je dirais de l'état des prairies. Après, sur la partie humidité, le satellite Sentinel-1 peut être intéressant pour amener des informations. Il y a d'ailleurs dans le cadre de Dataterra, il y a un certain nombre de choses qui ont été faites. Et puis, à un moment où vous avez parlé aussi de glissement de terrain, là aussi, le satellite Sentinel-1 est particulièrement pertinent pour regarder des glissements de terrain. Donc, c'était par rapport à ces choses que vous regardez en termes d'indicateurs. Il me semble que, alors après, c'est plus compliqué, hein, c'est du radar, mais il y a peut-être des choses à faire par rapport à une approche aujourd'hui que vous avez eue qui est très orientée, j'ai bien compris, optique. Ouais, alors en fait, pour faire de la détection glissement de terrain, on va plutôt faire de l'interférométrie là pour avoir les champs. Interférométrie, tout à fait. Voilà. Ok, voilà. Et bon, enfin ça, alors dans mon autre casquette, en fait, en lien avec le pôle de données formateurs, en fait, on pilote des services INSAR et des services optiques de calcul à la demande déjà. Voilà, donc c'est quelque chose en fait qui est maîtrisé aussi. Hein, mais en fait, pour moi, c'est un peu hors cadre parce que là, en fait, on a des événements extrêmes dans le cas d'Alex. En fait, cette tempête qui a eu lieu en vallée de la Vésubie là, et la vallée de la Roya il y a quelques années. En fait, on a eu des déclenchements de mouvements de terrain d'un coup par rapport à la pluie extrême. En fait, donc il n'y avait aucun signe précurseur qu'on aurait pu détecter en INSAR avant pour avoir un champ de déplacement voilà, très faible. Je veux dire, c'est parti d'un coup et c'est tombé et puis ça ne bougera plus, a priori. Quoi. Donc pour ce genre en fait, de glissement de terrain, qui ne sont pas en fait, des phénomènes qui évoluent dans le temps de manière continue, en fait, l'INSAR, a priori, ne nous renseignerait que très peu, sauf de regarder en fait, des variations de cohérence dans le temps qui pourraient renseigner sur de la localisation potentielle d'événements, etc. Quoi. Mais comme les événements après sont quand même souvent très petits, c'est quelques pixels. Je veux dire, enfin voilà, je pense que la géométrie et la résolution de toute façon de Sentinel-1 n'est pas utile pour ce cas d'étude-là en fait, en tout cas. D'accord. Voilà. Et puis pour l'humidité, oui, alors bien sûr, en fait, il y a la chaîne humidité TEIA portée par Nicolas Baghdadi et le CESBio là. Oui, pour moi, c'est une chaîne, on va dire, qui fonctionne à ma connaissance en fait essentiellement en fait sur le domaine agricole. Dès qu'il y a de la pente, dès qu'on a des milieux non agricoles, je ne suis pas sûr que la chaîne soit forcément adaptée ou robuste ou efficace pour ça. Mais effectivement, disposer par la suite aussi, en tout cas intégrer dans le cube de données des indicateurs d'humidité réels, en fait, issus du radar. Soit si les chaînes de TA évoluent, soit en fait, il y a d'autres produits qui existent que je ne connais pas. En fait, ils pourraient certainement être intégrés. Ça pourrait être quelque chose à faire aussi, effectivement. D'accord, ok, c'est clair. Merci. Merci. Alors, il nous reste une dernière petite minute et nous avons une dernière question de Christian. Donc, je cite, accès diffusion pour les directions départementales des territoires, aide à la détermination des friches dites agricoles. Alors, je ne sais pas si Christian voulait apporter plus de précision à l'oral. Oui, bonjour. Simplement savoir si l'outil permettrait à la détermination des friches dites agricoles par rapport, par exemple, aux friches agricoles qui étaient portées par la SAFER Occitanie et le BOT. Et est-ce que est-ce qu'il y aura un accès aux directions départementales des données issues du SCO Montagne Pastoralisme? Ça peut être intéressant pour les CEA, les choses comme ça, enfin pour les services agricoles. Oui, alors notre stratégie, en fait, c'est que tout ça se transforme in fine en fait, en service à la demande. Voilà, et que une personne d'un service
formé éventuellement puisse lancer son calcul, récupérer en fait son cube de données et visualiser les indicateurs qu'il souhaite voir en fait dans le futur visualisateur là qu'on va mettre en place. Voilà, donc c'est un schéma, voilà, ou alors en fait potentiellement d'être accompagné pour générer ce cube s'il n'y a pas la compétence en fait dans le service, voilà. Mais l'idée c'est plutôt celle-là, voilà, c'est que voilà, on se connecte sur un site web, on lance un calcul, on définit sa période, son espace de travail, sa zone d'intérêt, et puis voilà, et puis on est accompagné pendant un certain temps si besoin pour J'ai une question, Jean-Philippe. Oui. À terme, là, on va dire dans 6 mois, quand les choses seront un petit peu stables, etc., quand tu dis service à la demande, est-ce que tu envisages un modèle comme celui de Formater, par exemple, où quelque part c'est gratuit, mais c'est faussement gratuit, puisqu'on a des institutions derrière, pour ces cubes de données-là, est-ce qu'il y a des modèles économiques envisagés ou est-ce que c'est effectivement les mêmes typologies de modèles économiques, le service INSAR, par exemple, de déformation? Ouais, alors oui, merci pour ta question, Frédéric. Alors en fait, le côté formateur, ces choses-là évoluent parce qu'il y a un modèle économique maintenant qui a été mis en place pour les services de déformation, que ce soit l'optique ou l'INSAR, en particulier pour le non-public en fait, ou le non-académique. Voilà. Donc, et il y aura en fait la possibilité en fait de s'abonner en fait au service et de faire un certain nombre de calculs. Voilà. Potentiellement, donc ça je parle de formateur, hein, voilà, pour lancer ces calculs avec un abonnement voilà, mensuel, annuel, etc., des tarifs dégressifs, etc. Enfin, c'est un peu l'approche. Globalement, c'est comme quand on s'abonne à Spotify ou Deezer ou je ne sais quoi, enfin voilà, pour avoir sa musique, ben, voilà, on a envie d'avoir des calculs en ligne, potentiellement, ben, on s'abonne pendant un certain temps en lien avec un projet. Et voilà quoi. Et l'idée, ce serait ben, potentiellement de proposer quelque chose d'équivalent pour ce service à la demande, cube de données et indicateurs associés, quoi. Voilà. Sachant que bah, de toute façon, la boîte à outils, indépendamment de la finalisation du SCO, en fait, va continuer aussi à grossir en fait, hein, par la suite, hein, en fait, en fonction de demandes éventuelles, etc. D'accord. Okay. Très bien. Bien, merci Jean-Philippe. Du coup, on va passer à la présentation suivante.